Merci. Bonjour, je suis Mado Gilanton, je suis la présidente de l'association Apaiser et moi je vais vous évoquer les projets d'Apaiser, mais en particulier tous les projets que nous avons faits en collaboration. Parce que le partenariat et la collaboration est quelque chose qui est cher à Apaiser, et en particulier la collaboration avec les membres de la filière Neurosphinx et du centre des centres de référence CEMAVEM. Donc, la diapo suivante. Donc, vous pouvez y passer. Voilà. Alors, avant de parler des projets en eux-mêmes, je vais faire deux diaporamas, deux slides de philosophie en quelque sorte pour poser les bases d'un principe de partenariat réussi. Vous pouvez passer. Et je dirais qu'il s'appuie sur trois mots: confiance, écoute et réciprocité. Confiance, pourquoi? Parce que avoir confiance en notre partenaire, c'est reconnaître sa valeur ajoutée. Nous n'avons personne et aucun d'entre nous, qu'il soit associatif, patient ou professionnel de santé, n'a à lui seul l'entièreté d'un problème. Par contre, si on se fait confiance et qu'on se met ensemble, on pourra avoir une valeur ajoutée, et en particulier sur un projet. L'écoute, parce que quand on est sur un projet, nous avons un petit peu tendance à voir ce qui nous intéresse nous, mais ce qui est bien intéressant, c'est de comprendre les attentes et les besoins de l'autre. Et la réciprocité, parce que ça doit aller dans les deux sens. Et comme on se fait confiance, quand on se demande quelque chose, on peut entendre un oui, mais aussi on peut entendre un non, qui peut être tout à fait compréhensible sans qu'on en prenne ombrage. Vous pouvez passer aux suites. Et les objectifs, l'objectif, oui, vous pouvez passer à la suivante. Ouais. L'objectif en fait d'un partenariat, l'objectif premier, c'est la création de projets utiles. Pourquoi de projets utiles? Parce que nous avons tous des moyens limités, qu'ils soient financiers ou en termes de possibilités humaines, je dirais, qu'ils soient axés sur nos pathologies et leurs symptômes, et bien sur celles-là et pas sur d'autres volontés, comme la recherche, la prise en charge, l'accompagnement du patient, l'information, la formation et autres. Mais tout cela doit servir en premier et en seul but aux patients. Les autres intérêts que nous pourrions servir, ma foi, sont pas importants, parce que le seul qui compte, c'est que ça serve aux patients. Vous pouvez passer à la suivante. Les partenaires en fait que nous avons nous à Apaiser. Alors Apaiser est composé d'Apaiser bien sûr et de son conseil scientifique. Au sein du conseil scientifique d'Apaiser, il y a moitié de patients et moitié de professionnels de santé qui sont tous issus de CEMAVEM. C'est quelque chose qui est important pour nous, et parce que c'est un organe, ce conseil scientifique, en plus, qui est coordonné par un médecin qui n'est pas de CEMAVEM mais qui est un aidant, et qui permet vraiment d'avoir de l'huile dans le rouage en fait des réflexions. Notre principal partenaire, bien sûr, c'est le centre de référence CEMAVEM du Kremlin-Bicêtre, historiquement notre partenaire avec lequel nous échangeons depuis des années, et puis tous les centres de compétences ou centres constitutifs que constitue le réseau CEMAVEM. Et puis bien sûr la filière avec laquelle nous avons un partenariat aussi d'échange et de contact permanent. Viennent se greffer maintenant pour nous les associations, je pense beaucoup d'associations d'ailleurs, toutes les plateformes de maladies rares. Et elles sont nombreuses puisqu'elles sont organisées en région. À Paris, il y en a déjà 4 ou 5. Et nous avons beaucoup de demandes de ces plateformes, soit de les aider à se constituer, soit de participer à leurs actions. Et puis plus loin, pour apaiser, et là je ne vous parle que des partenaires professionnels de santé, nous avons l'Institut Analgesia. Alors l'Institut Analgesia n'est pas dans les maladies rares, ne fait pas partie de la filière Neurosphinx. Néanmoins, c'est une entité qui s'occupe de la douleur, j'en parlerai tout à l'heure, et dans laquelle, au sein du conseil scientifique, il y a Nadine Natal, qui est la référente du centre constitutif douleur d'Ambroise Paré. Et puis nous faisons aussi partie de Compare, qui est la communauté des patients pour la recherche, et là qui est abritée par la PHP. On peut passer à la suivante. Je vais maintenant vous parler en premier des projets en collaboration avec CEMAVEM et Neurosphinx pour 2020 et 2021. Le premier projet, vous pouvez passer. Le premier projet, c'est le projet dont je vous parlais, c'est le projet Chiarigène. Alors le projet Chiarigène, voilà typiquement un projet qui ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un partenariat. Au départ, il y a le patient. Tout patient qui a un diagnostic de malformation de Chiari
va penser, est-ce que je vais le transmettre à mes enfants? Est-ce que je l'ai transmis à mes enfants? Et si c'est sur un enfant, est-ce que son frère ou sa sœur l'a eu? Voilà, c'est une question qui est récurrente, c'est pratiquement la première question qu'on nous pose à nous en tant qu'associatifs. Donc c'est une question qu'on a remontée au travers du conseil scientifique d'APZ et on en a discuté très très souvent et nous avions participé à 2 appels à projets, un PHRC français, un appel à projet européen, mais même si l'on découvrait le gène codant déficient de la malformation de Chiari, ça n'aboutit pas sur une thérapie génique, donc ça n'a pas intéressé en fait les appels à projets. Mais on restait dans l'idée qu'on allait, nous, association, un jour, peut-être financer un projet. Et c'est le professeur là, Steven Lafaux, qui revient vers moi, donc vous voyez les interactions, qui revient vers moi en août et qui me dit j'ai peut-être une solution pour développer ce projet à moindre coût. Là, bien sûr, puisque nous avons confiance l'un en l'autre, je pouvais lui dire oui, je pouvais lui dire non, mais APZ, on a décidé qu'on allait financer ce projet avec le coût qu'il nous annonçait. Et donc, le rôle d'APZ là-dedans a été de chercher le financement, un peu sur nos fonds propres, un peu parce qu'on a lancé une collecte en ligne, mais aussi de faire l'information aux patients afin que les patients qui ont 2 personnes apparentées de leur famille qui sont touchés par la malformation de Chiari reviennent vers nous pour on signale, on donne les listes en fait en quelque sorte au centre de référence. Alors on met une collecte en ligne. Pour cette collecte en ligne, effectivement, on sait qu'une collecte en ligne marche bien quand il y a un film qui accompagne. Et là, l'APZ revient vers le docteur Steven Lafaux qui accepte avec plaisir de se faire filmer au cours d'une séance que l'on fait au Kremlin-Bicêtre. Et après dans notre réflexion commune, on se dit que ça serait bien d'en faire une information plus large parce qu'un petit clip d'une minute ne couvre pas la problématique. Et à ce moment-là, on revient vers la filière et on demande à Tiffaine de nous organiser un Facebook Live. Et ce Facebook Live, qui est organisé par la filière, est animé à la fois par le docteur Steven Lafaux et moi-même. Voilà ce qu'on appelle une collaboration efficace parce qu'on met tous les partenaires qui sont possibles dans le projet. Après, bien sûr, le projet a été rediscuté au conseil scientifique avec Steven Lafaux, avec Fabrice Parker et avec le coordonnateur de notre conseil scientifique afin de relire, par exemple, la lettre d'engagement du patient et ensuite on discute des conventions puisque c'est APZ qui va financer. Voilà ce que j'appelle un partenariat, comme on dit, gagnant-gagnant, win-win si on devient anglophone. Voilà. Si on peut passer au suivant. Ouais, alors un autre projet qui lui est venu complètement de l'association. On s'est aperçu en particulier au décours du dessin animé que nous avions fait sur les enfants, que c'est très important d'avoir des outils simples et visuels. C'est ce que les patients recherchent, mais pas uniquement les patients. Les professionnels de santé aussi un petit peu en recul, comme les kinés par exemple, les infirmières. Même les médecins généralistes qui s'occupent des patients ont plus de plaisir à regarder quelque chose de court mais explicatif que de lire quelque chose de 4 pages. Donc, nous avons décidé au sein d'APZ cette fois-ci que nous allions développer 10 clips de 3 minutes et on a trouvé le financement participatif aussi cette fois-là, plus un abondement de la Fondation EDF. À partir de là, une fois que nous avons le financement, le conseil scientifique, on décide de réunir le conseil scientifique et c'est avec le conseil scientifique élargi même au sein de CEMAVEM au Kremlin-Bicêtre qu'on fait 2 heures de brainstorming en quelque sorte pour discuter des sujets à traiter et assistent là aussi les créateurs de ces clips. À partir de là, c'est APZ qui reprend la main, qui va faire l'écriture du script à partir de documents, à partir de données. Mais nous, APZ, on sait qu'on peut faire des erreurs puisque nous ne sommes pas non plus des professionnels de santé, mais que nous voulons avoir certes des informations simples et visuelles, mais des informations qui ne soient pas erronées. Et à partir de là, on revient vers le centre CEMAVEM et on demande des relectures qui vont être soit au centre de référence, mais aussi sur des centres constitutifs quand ils sont concernés et des centres de compétences. Une fois qu'on a bien ces données de script, ça retourne à APZ. À ce moment-là, c'est la création, la mise en production et la mise en ligne. Donc, résultat de cette opération de collaboration effective, vous pouvez passer à la suivante,
Eh bien, c'est la création, pour l'instant, de... Nous, on fait aussi des saisons chez APZ, on devient moderne. Donc, on a fait la première saison des clips. On choisit de faire ça, de diffuser nos clips par 5. Là, il y avait aussi le teaser hein, pour dire qu'est-ce qu'allaient être les clips. Mais voilà, il y a 6 clips qui sont créés, enfin 5 sur la pathologie. Et on voit très bien quelle est la collaboration. Nous avons écrit malformation de carie, syringomyélie, douleur neuropathique. Et la relecture a été faite par les médecins du centre de référence du Kremlin-Bicêtre, le docteur Morard et le docteur Nafo. Mais quand on a voulu parler de syringomyélie post-traumatique, on s'est dit que c'était le centre de compétences du service de neurotraumato de Nantes, le professeur Kevin Buffenoir, qui était certainement le plus, pas compétent, mais le plus intéressé par le sujet. Et donc, on lui a demandé la relecture, toujours avec le centre de référence du Kremlin-Bicêtre et le docteur Nafo sur le sujet. Et de même, quand on en a voulu travailler sur les troubles sphinctériens, nous avons contacté le docteur Gérard Amarenko, puisque c'est lui quand même qui est le spécialiste de la question. Alors nous, on vulgarise oui, le discours, mais c'est revu par des professionnels de santé. Et je les remercie tous d'ailleurs, parce que vraiment, les retours se font très rapidement. Ça a été, à part sur la période, bien sûr, Covid, premier confinement, c'était un peu plus compliqué pour tous. Mais franchement, ça nous a permis d'avoir quelque chose de très fluide. Ça veut dire qu'on a eu, depuis décembre, 15 000 vues sur ces clips. Et plus que ces 15 000 vues encore, ils nous ont été demandés par les écoles, par 2 écoles de kiné, et dans beaucoup de centres de rééducation. En fait, les patients les montrent. Et c'est vrai que les professionnels de santé qui ne rencontrent pas une malformation de carie, une syringomyélie tous les jours, ou voire une syringomyélie post-traumatique, hein, tous les SSR ne sont pas envahis de patients en souffrant de ces troubles-là, trouvent que les clips sont particulièrement pertinents pour faire comprendre très rapidement à un professionnel de santé ce que sont ces troubles. Donc, un autre projet maintenant, je pouvais passer là. Voilà. Alors là, il s'agit d'un projet d'ETP et le développement d'une vidéo. Alors là, on est complètement dans un projet qui a été approuvé, validé en appel de projet, hein, qui avait été donc déposé par la filière et qui a été déposé au départ par le centre de référence du Kremlin-Bicêtre, qui est le déploiement du programme EPAPOS sur les réseaux de centres de compétences. L'appel à projet a été validé en 2019, il me semble, ou non, 2020 peut-être. Et là, c'est le centre de compétences de Bordeaux, le professeur Jean-Rodolphe Vigne, qui nous contacte et qui nous demande si on veut bien, qu'est-ce qu'on pense de la création d'une vidéo sur le parcours chirurgical, plus interactif en quelque sorte que des photos. Et il en a l'idée, parce qu'il en a aussi peut-être les moyens par des services qu'il y a au sein du service de Bordeaux. Et il nous contacte pour cela. Moi, à ce moment-là, on sait qu'on a une patiente que connaît le professeur Vigne, mais qui, elle, connaît le bloc de Bordeaux. Et donc, on va associer Nathalie, qui est une patiente de Bordeaux. Donc, moi-même, je participe, mais la professionnelle quand même de la chose au sein de Neurosphinx, c'est Aline Cazenave. Donc, Jean-Rodolphe Vigne met aussi dans la boucle Aline, et cela va permettre d'avoir un projet qui va être vraiment avec la définition des objectifs. On est dans le TP, il ne s'agit pas de faire une vidéo pour faire une vidéo. On détermine quels sont les objectifs de cette vidéo et quels sont les besoins et les appréhensions étape par étape. Là encore, le fait d'avoir Aline dans la boucle, qui est chef de projet TP, qui connaît très bien le TP, quels sont les objectifs de l'ETP, le fait d'avoir le neurochirurgien dans la boucle, qui lui sait exactement ce qu'on peut dire et ne pas dire sur un parcours neurochirurgical, mais aussi le fait d'avoir des patients donc, qui vont dire quelles sont les préoccupations des patients. Et un exemple typique, c'est que la préoccupation du patient est souvent la sortie du bloc, ce qui au départ n'était pas trop dans professeur Vigne n'y pensait pas du tout. Et c'est vrai qu'il me dit, ça c'est un apport. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on construit un projet qui va servir à quelque chose, qui va être utile et qui est pertinent parce que nous sommes tous les acteurs ensemble pour développer un projet. Et puis un autre projet encore en collaboration,
Alors là, c'est une demande d'un centre constitutif du réseau CEMAVEM. C'est donc le centre constitutif du CHU de Tours, le professeur Thierry Audan, avec le chef de projet Catherine Frémont, qui ont développé un parcours de soins et de transition efficace pour les patients atteints donc de maladies vertébrales et médulaires et qui sont suivis dans les CHU et les SSR du Grand Ouest. Ils ont développé ce parcours de soins, ils ont visité beaucoup de services, beaucoup de centres SSR du Grand Ouest pour voir lesquels pouvaient suivre nos pathologies, donc toutes les pathologies de l'entité CEMAVEM en quelque sorte. Mais après avoir construit ça, ils ont un besoin, c'est que c'est peu connu et qu'ils ont besoin de dynamiser le réseau Grand Ouest et d'amorcer en fait un système de guichet unique parce qu'ils ont eux les moyens de renseigner. Mais c'est peu connu et ils trouvent qu'en fait ils ont du mal à se faire connaître. Donc Madame Frémont nous contacte, nous apaisés, elle contacte aussi notre déléguée du centre Val de Loire, Sylvia D'Acosta, et on décide effectivement, on fait une visio, de travailler ensemble à comment on peut dynamiser cet outil fantastique, parce que nous, c'est ce qu'on recherche au bout du compte, c'est d'avoir un centre qui puisse nous renseigner sur où on peut se faire en prendre en charge après la chirurgie et la décision d'un travail commun pour une communication indiffusée, mais non seulement par nous, l'APZ, mais par toutes les associations, que ce soit les associations du spina bifida ou même du crurarino. On a décidé donc de faire un travail commun, on doit se réunir en présentiel, on espère, puisque nous ne sommes pas sur des régions touchées ni l'un ni l'autre pour l'instant, très prochainement. Notre suggestion, enfin, moi en tant qu'associatif, c'est pourquoi pas créer un modèle pilote là-dessus, parce que le Grand Ouest, c'est une partie de la France, et ça serait bien d'avoir la même chose sur le Grand Ouest, le Nord, le Grand Est, le Nord, et la région bien sûr d'Île-de-France. Donc voilà tous des projets qui ont été faits au sein de la filière parce que, je crois, parce qu'on a réussi à se mettre en confiance, parfois après des discussions fortes, mais maintenant on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Alors un autre projet qui n'est pas au sein de la filière, si vous pouvez les passer, mais qui est néanmoins dans le scope, je dirais, des maladies rares, c'est les demandes des plateformes maladies rares. Là aussi, bon, on a beaucoup de demandes de lettres de soutien pour la création des plateformes. Généralement, ces plateformes, elles vont servir à des patients qui sont sur une région qui souffrent de maladies rares et elles vont servir dans des domaines. Donc nous soutenons tous les projets des plateformes des plateformes. Et là, par contre, on a une demande, c'est une demande aussi de la plateforme du centre Val de Val-d'Loire qui me contacte pour faire une intervention sur le vécu du patient sur un forum en fait. Et c'est sur le thème comment vivre après l'annonce du diagnostic d'une maladie rare. Là, nous avons une déléguée centre Val de Loire qui est notre secrétaire aussi, qui est Sylvia D'Acosta, et elle va bientôt présenter lors de ce forum les ressentis du patient lors de cette annonce diagnostique et qui peut vivre plus le ressenti du patient que le patient lui-même. Voilà pour tous les projets qu'on met dans le scope des maladies rares. Un autre projet, lui, qui est avec l'Institut Analgesia. Alors l'Institut Analgesia, c'est la première fondation de recherche dédiée à l'innovation contre la douleur en France. Les objectifs, c'est soutenir et accompagner les projets innovants contre la douleur centrés sur le patient humain et animal. Et les acteurs, ce sont les centres antidouleurs, les algologues, les INSERM douleurs, les sociétés savantes, des associations de patients. On est la seule association de patients du scope d'ailleurs des maladies rares, hein, parce que peut être d'autres associations de patients, endométriose, polyarthrite rhumatoïde et autres, et puis des vétérinaires. Alors l'engagement là, il est parti quand même d'une histoire, c'est l'histoire du cannabis thérapeutique. Hein. Il se fait que nous sommes, professeur Routy, professeur Attal et moi-même, membres du comité scientifique temporaire cannabis thérapeutique à l'ANSM, que l'on commence à se connaître. Et bien sûr, on avait créé un partenariat assez tôt avec l'Institut Analgesia parce qu'ils ont des projets tout à fait intéressants. Et un de nos engagements est de participer, j'ai porté la parole des patients en quelque sorte, sur un webinaire qui a lieu le 7 avril à 18h sur le thème cannabis thérapeutique, le vrai du faux, pourquoi et quelle douleur. Donc, auquel participe le professeur Escalier, qui est le président de cet institut, Nadine Attal, donc, qui est aussi référente du centre constitutif Ambroise Paré, mais aussi le docteur Coppel pour les soins palliatifs et le docteur Durand-Dubief pour la sclérose en plaques.
C'est important. Alors, on a aussi participé au niveau de cet institut sur un autre projet en apport de fonds, en participant enfin, en relayant une campagne d'un crowdfunding. Voilà, c'est donc pour nous important de tous ces partenariats, en sachant qu'ils ne se limitent pas à ça, hein, on en a d'autres sur d'autres sujets, et parce que on construit rien tout seul, on construit rien tout seul, et c'est une gageure de vouloir faire quelque chose dans son coin. C'est quand on fait des choses ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort, qu'on va plus loin. Et tout cela dans l'intérêt du patient. Je crois que c'est la dernière diaporama. Voilà, et je vous remercie de votre écoute. Merci Mado. Je crois vraiment que la réussite de toutes ces actions que tu as évoquées, programme de recherche, structuration des réseaux, diffusion de l'information, tient vraiment pour beaucoup à la qualité du bureau apaisé et puis à toute votre énergie. Mais je crois que le garant du succès de tous ces centres CEMAVEM, passé, présent et à venir, et pour beaucoup à la qualité de cette collaboration qui nous enchante et qui fait qu'on prend vraiment du plaisir à travailler ensemble. Et le plaisir dans le travail, ça devient quand même une notion de plus en plus rare. Oui, alors je voulais juste ajouter que nous avons valorisé nos heures de bénévolat au sein de l'association, ce qui nous est demandé par France Bénévolat, parce qu'on a aussi ça, parce qu'on est une force économique sans être payé en fait, et qu'on a évalué sur Apaiser l'année dernière 1800 heures de travail bénévole au sein de l'association. Ok, est-ce qu'il y a une question peut-être Iris? Oui, alors il y a plusieurs questions suite effectivement à cette présentation de Mado. Il y avait d'ailleurs un commentaire assez pertinent. Voilà, c'était important d'insister effectivement sur cette interaction indispensable entre associations et soignants. Par exemple aussi, voilà, les associations qui relisent des productions par les experts des centres de référence ou de la filière.